Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Virginie Ruffnac, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie et vice-présidente du Rassemblement. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation et votre actualité. C'est notamment le Congrès du Rassemblement qui se réunit demain à la salle Omnisport de Boulary au Mont-d'Or, un congrès électif. Alors un congrès, c'est toujours un moment important pour un parti politique et celui-là l'est particulièrement parce que ça fait longtemps que vous n'en aviez pas réuni et longtemps que vous n'avez pas de président en titre. Euh, Vous n'avez pas élu votre président depuis plusieurs années en fait. En fait, depuis fin de l'année 2022, donc ça fait 1 an et demi, effectivement, que Alcide Ponga a exercé la fonction de président par intérim. Vous savez, à plusieurs reprises, on a souhaité organiser un congrès, mais c'est vrai que pour le Rassemblement, qui est implanté sur les 3 provinces en Nouvelle-Calédonie et qui affichera encore plus de 1000 adhérents lors de ce congrès du Rassemblement qui pourront voter, eh bien, c'est pas un simple événement, hein, ça prend du temps. Et à chaque fois, il y a eu des événements liés aux discussions sur l'avenir institutionnel qui ont perturbé notre calendrier. Et donc, effectivement, on a préféré prioriser avec Alcide ces discussions institutionnelles avec l'État à Paris ou à Nouméa sur ce congrès, même si c'est important, comme vous le dites, que notre mouvement, le Rassemblement, soit en ordre de marche et donc avec un président en titre, surtout dans le contexte difficile, turbulent, politique de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. Alors un seul candidat à la présidence demain, Alcide Ponga, il était président par intérim déjà depuis plusieurs mois. Vous auriez préféré qu'il y ait davantage de concurrence ou est-ce que cette candidature finalement s'est imposée d'elle-même et que personne n'a voulu se mettre face à Alcide Ponga? Je crois surtout que dans une telle circonstance, et pour présider le Rassemblement, il faut la bonne personne. Et en l'occurrence, moi, je ne regrette pas qu'il n'y ait pas d'autres candidatures, parce que je considère qu'Alcide Ponga est la bonne personnalité qui peut assumer cette responsabilité. Et à l'heure de l'histoire, dans cette partie de l'histoire dans laquelle nous sommes, il me semble qu'il réunit les valeurs fondamentales pour effectivement conduire correctement et dans de bonnes conditions le mouvement qui est le nôtre. Alors comment va se dérouler ce congrès pratiquement? Qui peut participer au vote? Combien de personnes vous attendez? Les informations pratiques un petit peu? Oui, mais écoutez, on a eu une deadline hein, qui était effectivement le 5 avril pour les adhésions. Donc d'autres gens, des personnes ont adhéré encore jusque depuis, mais en fait ne pourront pas voter de ce fait. Mais on est donc à 1027 personnes qui font partie de notre collège électoral et on est à 1055 adhérents à jour de leur cotisation aujourd'hui. Et donc effectivement, c'est un vote important qui va prendre du temps de 8h30 à midi demain avec un dépouillement à midi et à 13h l'annonce des résultats et puis le discours du président suivant, du président élu. Donc c'est un moment important et je le disais, c'est une phase à la fois militante. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre depuis des mois pour organiser et je veux les saluer ici pour leur engagement et leur investissement. Et puis par ailleurs, c'est un moment de retrouvailles et d'union aussi au sein de notre mouvement pour se retrouver en famille. Quel sera le rôle exactement selon vous du président du Rassemblement? Est-ce que c'est important, un président de parti, et dans ce moment particulier de la Nouvelle-Calédonie? Bien sûr, c'est très important. C'est un président qui donne le cap. Il travaille en équipe. Vous savez, aujourd'hui, on a les persos. C'est plus comme dans le passé où un seul homme est providentiel. Il y a un travail d'équipe très important, mais ça incarne un mouvement et il y a une incarnation qui est importante aujourd'hui. Et puis, dans le contexte, les compétences, les valeurs d'Alcide, encore une fois, sont vraiment une force pour notre parti, le Rassemblement. Le Rassemblement qui n'est pas un parti comme les autres et il aime bien s'en vanter régulièrement, c'est l'héritier du RPCR, c'est un parti qui a une histoire, qui a un héritage. Est-ce qu'il a encore un avenir aujourd'hui ou est-ce qu'il n'existe plus vraiment, il n'a plus sa place dans le paysage politique calédonien? Et moi, je considère que précisément, il faut avoir un passé, une histoire et un héritage pour pouvoir construire l'avenir. Et c'est la force d'ailleurs du rassemblement, d'avoir connu à la fois les événements, d'avoir signé, été signataire des accords, d'avoir cette expérience et cette histoire et les hommes et les femmes qui l'ont construit et bâti pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Vous savez, des fois, quand on relit notamment les documents de 1977, quand notre parti a été créé au parc Brunelay, eh bien, on se dit que les conditions aujourd'hui, finalement, sont presque les mêmes. Hein. Une crise politique, une crise nickel, une situation très difficile, sociale, économique. Et finalement, ce parti qui est là pour faire l'unité et pour rassembler les partisans de la France. Donc, on se dit que le rassemblement a toujours une place forte au sein du paysage politique aujourd'hui. Son ancrage, effectivement historique et territorial, eh bien, permet qu'il soit à l'aise avec ses
ces partenaires non indépendantistes, puisque nous ne sommes plus les seuls. À l'époque, il y avait un seul parti, aujourd'hui, il y en a d'autres. L'important, c'est pas qu'il n'y en ait qu'un seul. L'important, c'est qu'on travaille de concert tous ensemble. Et je pense que le président qui sera élu, je n'en doute pas samedi, qui est Alcide Ponga, a chevillé au corps ce sens de la responsabilité, de l'unité des partisans de la France pour finalement assurer aux Calédoniens l'avenir qu'ils souhaitent. Et à côté des autres partis partisans de la France, comme vous le dites, le Rassemblement a sa place notamment dans les discussions sur l'avenir. Est-ce qu'il a quelque chose à apporter de plus que les autres? En tout cas, il y a une forme de nuance avec évidemment au fond l'essentiel. Nous sommes totalement sur le même essentiel avec les autres partenaires non indépendantistes que sont les loyalistes, hein, avec Sonia, avec Nicolas Metzdorf, avec Gilles Brial. Nous sommes totalement en phase sur l'essentiel. Et peut-être qu'effectivement notre parti a finalement ce lien de longue date avec les indépendantistes dans la discussion, dans le dialogue, où nous avons effectivement quelque chose à apporter là-dessus. Ces nuances, elles sont importantes, vous savez. Moi, je ne suis pas pour l'uniformité, je suis pour la diversité des personnalités, parce qu'on est plus efficace quand chacun a une personnalité qui apporte quelque chose de différent. D'ailleurs, c'est le contexte de la Calédonie qui est à cette image. Mais pour autant, il faut être totalement unis sur l'essentiel. Et je crois que nous y parvenons bien. Vous voyez bien les événements, la marche, le combat pour la Calédonie française, pour ce dégel du corps électoral. Nous le menons en grande proximité et en grand travail en commun avec les loyalistes aujourd'hui. Mais en gardant votre identité propre du Rassemblement. C'est vrai, n'en déplaise parfois à certains, mais c'est une réalité. Et effectivement, nous avons une personnalité singulière. Alors les marches, vous en parliez le samedi dernier, il y avait une marche en faveur du dégel du corps électoral. Vous y aviez appelé avec les loyalistes, justement. On a parlé de 35 000 personnes. C'est le chiffre que vous revendiquez. Quel bilan vous dressez de cette marche? C'est un bilan très positif et moi je veux ici remercier les milliers de Calédoniens qui se sont déplacés samedi dans la rue. Vous savez, moi j'ai été marquée par l'envie et le fait d'avoir besoin d'exprimer sa fierté d'être français. Et je veux dire à l'ensemble des Calédoniens qui sont fiers d'être français qu'ils n'ont pas à le cacher, que quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, qui n'est pas à mettre dans la balance, eh bien leur fierté d'être français, il faut renouer avec cette façon et cette capacité que nous avons à exprimer cette fierté. Je me souviens d'un événement précis d'un ancien haut-commissaire en 2018, quand nous vivons le premier référendum, qui nous dit en réunion de travail au commissariat, surtout attention, hein, ne sortez pas les drapeaux bleu, blanc, rouge, hein, ne faites pas de la provocation. Ben oui, je vais vous dire. Moi, je considère que quand on est fier d'être français, on a le droit de le dire quand on est calédonien. Moi, je suis calédonienne de 5e génération. Je suis fière d'être française, je suis fière d'être calédonienne. Je le dirai et personne ne m'empêchera de le dire. Les milliers de Calédoniens dans la rue l'ont fait la semaine dernière. Et ça, c'est pas en opposition avec la marche qui était en face et qui manifestait, elle, une autre fierté. Et nous ne voulons pas dire que nous sommes contre le fait qu'eux-mêmes expriment une forme de fierté avec leur étendard, leur drapeau, leur identité propre. Et nous ne voulons pas critiquer cette identité qui non seulement existe, mais tant mieux qu'ils soient fiers de leur identité. Mais ces deux identités, elles ne sont pas opposées. Elles ne sont pas opposées et personne ne doit nous interdire d'exprimer à la fois notre voix, la volonté de rester français que nous avons exprimée dans les urnes par 3 fois, et puis cette identité, et même les indépendantistes ont aussi une identité française au bout du compte. Nous parlons cette langue commune, nous avons une histoire que nous partageons. Donc c'est ça la réalité de la Calédonie. Les messages étaient quand même très opposés. Hein. D'un côté, évidemment, en faveur du dégel du corps électoral, et puis vous avez mis en avant cette volonté de construire une communauté de destin, enfin de construire ensemble. En face, les messages étaient quand même un peu exclusifs. Ils étaient contre le dégel du corps électoral, mais les gens ont senti quand même dans les discours une volonté d'exclusion du reste de la population. Pas comme ça que vous l'avez vécu? Ah si, totalement. Et je pense que peut-être c'est une partie des leaders qui sont ainsi. Et je ne suis pas sûre que l'ensemble des manifestants de la marche d'en face est dans cet état d'esprit, parce que chez la Calédonie, il y a quand même une volonté de construire ensemble. Mais effectivement, moi, je dénonce le communautarisme, le fait de baser un avenir sur une identité ou une seule culture en Calédonie, une seule communauté. Je ne comprends pas cette politique du rejet au travers de l'opposition au dégel du corps électoral, alors que même certains Mélanésiens sont privés du droit de vote. Hein, ça, faut le dire. Toutes les communautés sont privées d'un droit de vote complètement usine à gaz, qui est un truc de fou, qui existe nulle part ailleurs dans le monde. Un corps électoral de cette nature qui exclut de la sorte des valeurs d'exclusion, de laisser de côté une partie de la population, au lieu de construire un pays en commun. Et finalement, cette diversité, parce que certains ont voulu faire croire que notre marche était une marche blanche, mais pas du tout. Moi, j'ai constaté dans cette marche qu'en fait, elle était extrêmement métissée.
Et donc, finalement, c'est aussi la réalité de la Calédonie d'aujourd'hui. Et donc, nous, c'était des messages d'apprécier ce multiculturalisme calédonien, de ces valeurs partagées. Et donc, je crois qu'il y a deux projets de société, par contre, là, qui se sont opposés. Moi, je vous disais qu'il ne fallait pas opposer les deux drapeaux. Vous savez, j'appartiens à un parti qui a essayé de les mettre ensemble pour dire réconcilions les contraires. Mais par contre, je suis totalement opposée au message qui parfois est raciste, je dois le dire, qui parfois est extrêmement communautariste. Ce n'est pas sur cette base-là qu'on peut construire un pays épanoui, harmonieux en Nouvelle-Calédonie. Alors, deux marches, enfin, une marche et un sit-in. Tout le monde a remarqué que chacun des camps avait quand même bien mobilisé. Et maintenant, est-ce que ça peut avoir un effet? Est-ce que ça peut avoir une conséquence? Est-ce que les chiffres disent quelque chose? C'est très important que nous ayons été capables nous-mêmes, puisque depuis des mois, effectivement, la CAT et ceux partisans du non-dégel, voilà, finalement du non-respect du choix des Calédoniens exprimé par 3 fois d'une Calédonie française, ont su se mobiliser. Donc c'était essentiel que nous ayons aussi, de notre côté, su le faire, su exprimer une voix. Cette voix, quand vous ne dites rien, finalement, c'est pas la peine d'aller revendiquer derrière. Donc c'était très important que les Calédoniens, et en plus c'était un moment de communion, je vous le disais, dans cette fierté de nos valeurs, de cette diversité calédonienne et d'être français. Et donc c'est très important de le faire. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'échanges, notamment avec notre famille politique des Républicains à Paris, qui ont été marqués par l'ampleur de notre mobilisation, très marqués, et qui l'ont salué d'ailleurs. Qu'il s'agisse d'Olivier Marleix, le président de groupe de l'Assemblée nationale, ou d'Éric Ciotti, ont fait tous deux, et Philippe Gosselin, qui était là dernièrement aussi, ont salué les milliers de Calédoniens qui s'étaient battus pour la démocratie. Ce n'est pas un vain mot, la démocratie. On a accepté parfois qu'il y ait quelques écarts, mais légers à la démocratie, mais là, entre la représentation complètement déséquilibrée au Congrès et ce gel du corps électoral, on sort complètement d'un processus démocratique, et nous ne le souhaitons pas. Nous souhaitons que cette terre reste malgré tout une terre de démocratie. Mais le poids des manifestations ça peut avoir une influence, à votre avis, sur les parlementaires, ou est-ce qu'aujourd'hui, les positions des uns et des autres sont figées et que plus rien ne les fera bouger? Non, je pense que ça joue, évidemment. C'est à prendre en compte. Ils savent très bien qu'il y a un combat ici pour ce dégel du corps électoral. Et cette mobilisation était essentielle pour Paris. Essentielle, puisque nous, quand on va à Paris, régulièrement, on nous dit « Oui, mais alors les indépendantistes, si jamais on ne fait pas ça, ils vont se mobiliser. » Nous aussi, on est capable de se mobiliser quand les choses sont inacceptables. Alors aujourd'hui, un sondage de ISCOP RRB La Voix du Caillou révèle que 71% des Calédoniens sont pour, ou plutôt pour, le dégel du corps électoral. C'est un chiffre qui vous satisfait? Oui, je crois que les Calédoniens sont censés. Ils ne sont pas dans des valeurs d'exclusion. Ils savent bien que ce corps électoral qu'ils vivent dans leur foyer au quotidien, et je vous le dis, il y a toutes les communautés en Calédonie qui sont exclues du corps électoral. Il y a aussi, comme je le disais tout à l'heure, des Mélanésiens, des gens de la communauté wallisienne et futunienne, toutes les communautés. Eh bien, ils savent que ça n'est pas un bon moyen. Ça n'est pas un bon moyen d'unir notre société, d'avancer ensemble, de développer ce pays. Il faut toutes les forces vives dans ce pays. Et en plus, ce qui est terrible, c'est que, contrairement à ce que j'entends, mais c'est incroyable, les discours parfois de la CAT notamment, veut faire croire qu'on va exterminer, vous voyez, l'outrance du vocabulaire. On va exterminer le peuple kanak en faisant ça. Mais le dégel du corps électoral, ça fait bouger 1 à 2 sièges au Congrès. Mais simplement, ce que ça fait, c'est que l'ensemble des habitants de ce pays qui sont durablement installés, qui y sont nés, sont tous citoyens. Et donc là, ça fait un sentiment d'appartenance et de volonté de développer la Nouvelle-Calédonie. Donc on est vraiment sur une forme, pour moi, d'instrumentalisation de ce dégel du corps électoral pour faire croire que ça serait la révolution, alors que ce n'est pas du tout le cas. Mais simplement, et je veux le dire, il ne faut pas oublier que jamais les Calédoniens n'ont choisi, ça ne m'étonne pas ce sondage, parce que jamais les Calédoniens n'ont choisi le gel du corps électoral. Ils ont choisi l'accord de Nouméa, ils ont voté l'accord de Nouméa. Et l'accord de Nouméa, c'était un accord de 10 ans glissant, et au bout de 10 ans, tout le monde pouvait voter, les citoyens français. Et ça a été donc dans un document de l'État à l'époque, transmis à l'ensemble des Calédoniens juste avant l'accord, où il y avait un petit point 4 dans ce fameux document que le Premier ministre Lionel Jospin, à l'époque, avait transmis au commissariat pour qu'il le diffuse à l'ensemble des Calédoniens, qui disait si jamais vous votez l'accord de Nouméa, eh bien, au bout de 10 ans, tout citoyen français pourra voter. Et c'est ça que les Calédoniens ont choisi. Ils n'ont jamais rien choisi d'autre. Donc c'est unilatéralement que l'État a gelé le corps électoral. Et pour moi, c'est unilatéralement aujourd'hui qu'il doit le dégeler. La loi doit être examinée le 6 mai en commission des lois à l'Assemblée nationale et le 13 mai en séance publique. C'est le calendrier. Plutôt le 7 mai de mémoire. Mais bon, oui, vous avez peut-être raison. Et le 13, ça c'est sûr, en séance publique. Ça, c'est l'Assemblée nationale. Et d'ici là, vous allez poursuivre le lobbying. Bien sûr. D'autres mobilisations éventuellement?
Écoutez, pour l'instant, nous, on fait un travail maintenant avec l'ensemble des parlementaires à l'Assemblée. Nous avions fait ce travail avec les sénateurs. Maintenant, nous le faisons aussi à l'Assemblée. Et donc, effectivement, on veut absolument que cette révision constitutionnelle, pour laquelle l'État s'est engagé, parce qu'il a dit que s'il n'y avait pas d'accord, il ferait ce qu'il doit faire en termes de démocratie. Et ce qui n'est plus acceptable en termes de droit international, il ne le laissera pas. Et donc cette révision constitutionnelle, elle est uniquement actuellement cantonnée au dégel du corps électoral, qui est une nécessité politique et juridique. Et encore une fois, l'État a décidé tout seul en 2007 de geler le corps électoral. Aucun Calédonien n'a voté pour majoritairement le gel du corps électoral. Et le sondage que vous exprimez tout à l'heure, finalement, montre que les Calédoniens sont toujours en phase avec ce qu'ils ont voté à l'accord de Nouméa. Ils ne veulent pas un corps gelé, fixé à une date, où après cette date, plus personne arrivé après, ni ses enfants, ne peut être citoyen et participer aux élections locales, je le rappelle. Hein. On parle pas de référendum, là. Hein. On parle du vote pour les élections locales, pour choisir ses impôts, son système de santé, son système éducatif. Voilà. Une fois que l'Assemblée nationale, ça va être adopté, a priori, on connaît les rapports de force. La loi devrait passer. Oui, alors on demandera quand même, vous savez qu'il y a une délégation LFI qui vient en Nouvelle-Calédonie, on leur posera la question quand même de comment ils peuvent justifier, eux, d'être pour le vote des étrangers en France et d'être opposés, semble-t-il, au vote de citoyens français en Nouvelle-Calédonie lorsqu'ils ont plus de 10 ans de présence sur ce territoire. On leur posera bien la question. Le Sénat, c'est fait. L'Assemblée nationale, ça devrait être bientôt fait. Il restera le Congrès réuni à Versailles. Est-ce que vous y croyez? Est-ce qu'on peut être sûr que l'État va aller jusqu'au bout et va convoquer le Congrès pour dégeler le corps électoral? Précisément, on espère bien que l'État tiendra sa parole, parce que c'est une parole d'État dont il s'agit là. Depuis le début, ça a été annoncé par l'État, par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc ça sera un reniement de la parole de l'État s'il n'allait pas jusqu'au bout du dispositif. Il n'y a aucune raison de ne pas y aller. Vous savez, au Sénat, il y a eu 70%, il fallait que 60%. C'est-à-dire 3/5 pour Versailles. Au final, il faut 3/5, c'est-à-dire 60% de l'ensemble des parlementaires. Au Sénat, il y a 10% d'avance. 70% des sénateurs votent cette révision constitutionnelle. Il n'y a pas de raison qu'à l'Assemblée, ça ne soit pas aussi la même chose. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison pour qu'on n'aille pas au bout de cette révision constitutionnelle du dégel du corps électoral. Alors, il y a la petite phrase de Gérald Darmanin. Il était à New York pendant les marches de samedi dernier. Il déclare que si les indépendantistes demandent de reprendre les discussions pour trouver un accord sur l'autodétermination, le corps électoral et le nickel, il serait prêt à reporter le projet de révision constitutionnelle. Mais il faut d'abord que tout le monde s'assoie autour d'une table, dit-il. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une hésitation du côté de l'État? Écoutez, moi, ça m'inquiète, ces propos. Il ne faut pas tenir ces propos. On ne peut pas, au milieu du gué, quand on a engagé un processus, d'un seul coup dire il ne le faut pas. C'est pas juste se mettre autour de la table, parce que alors là, ça fait le jeu aux indépendantistes qui vont pouvoir jouer la partie et dire là, on revient, puis 15 jours après, finalement, on en sort, puis on revient. C'est pas possible. Et puis ce dégel, c'est pas quelque chose qui doit faire partie. Enfin, on aurait pu avoir peut-être d'autres conditions plus favorables dans l'accord, mais c'est un dû aux Calédoniens. On le doit aux Calédoniens, ce dégel du corps électoral. Ça veut dire que pour nous, la révision constitutionnelle, elle doit aller à son terme, comme l'État s'y est engagé en tenant sa parole. Après, qu'il y ait des discussions, nous y sommes toujours favorables. C'est que depuis le début, on a été les bons élèves de la classe. C'est-à-dire qu'on a toujours souhaité discuter, on a toujours privilégié un accord. Mais le dégel, c'est pas négociable. C'est pas négociable. Alors, il y a tous les autres éléments qui peuvent faire l'objet de discussions et d'un accord éventuel jusqu'au bout du processus. Mais en tout cas, ce dégel, il ne peut pas être empêché ou ralenti parce que certains diraient on va tout faire pour ralentir le processus, donc on va revenir autour de la table, par exemple. Mais les indépendantistes, vous le savez, ils demandent carrément le retrait de la loi. Et puis maintenant, la constitution d'une mission du dialogue, puisqu'on a l'impression que effectivement, le dialogue est quand même difficile aujourd'hui entre vous, entre les indépendantistes et l'État d'ailleurs également. Ça pourrait être utile, cette mission du dialogue? Pour moi, une mission de dialogue, ça ne doit pas être quelque chose qui est fait précisément juste pour contourner la loi constitutionnelle. On va faire une mission du dialogue, comme ça, la loi constitutionnelle, au calendrier grec. Ça, c'est pas possible. Donc la révision constitutionnelle, elle doit être indépendante de ça. Elle doit suivre le circuit qui est prévu depuis le départ, avec pas de renoncement de la part de l'État, et qu'ils assurent la parole qu'ils ont engagée, qu'ils ont portée. Maintenant, mission du dialogue, pourquoi pas? Enfin, pourquoi pas un dialogue? Moi, je veux juste dire que pourquoi dans les discussions, nous n'avons pas avancé davantage avec les indépendantistes, parce que la seule chose qu'ils ont posée sur la table pour l'instant, c'est l'indépendance.
Donc quand vous proposez quelque chose qui n'est pas conforme à ce que les Calédoniens ont voté, nous, responsables politiques non indépendantistes, nous ne pouvons pas nous engager dans cette démarche. Nous ne sommes pas mandatés par ceux qui nous ont fait confiance là-dedans. Et surtout, notre priorité et notre responsabilité, c'est de respecter la parole exprimée par les Calédoniens par 3 fois d'une Calédonie française. La localisation pour ces discussions, puisque le ministre semble dire qu'il va essayer d'inviter tout le monde à Paris, c'est mieux, c'est plus facile de discuter à Paris qu'à Nouméa? Ah, moi, j'en suis convaincue. Pourtant, ce n'est pas une question de moyens spécifiquement, ce n'est pas le problème. C'est que quand les responsables politiques locaux sont sortis d'un environnement de pression, de tension, hein, tout le monde est rattrapé par ses militants, eh bien, je pense que c'est plus facile et ce n'est pas un hasard. Bon, ok, il y a eu l'accord de Nouméa, mais ce n'est pas un hasard que les 3/4 des discussions qui ont permis d'aboutir à des accords se soient effectivement tenues à Paris. C'est important. Et puis, vous savez, il y a quelque chose aussi dans le discours de la CAT et le discours indépendantiste qui me pose un problème. Là, on prend en pression l'État on met en pression l'État en disant ça doit rester un partenaire impartial. Mais l'État, c'est pas une sorte de greffier là ou d'arbitre au milieu du jeu. Non, l'État, c'est un des 3 partenaires de tous les accords que nous avons signés. Donc il a une voix au chapitre autant que les indépendantistes et les non-indépendantistes. Il doit avoir ses propres ambitions pour la Nouvelle-Calédonie, et j'espère qu'il en a. On est quand même un territoire français du Pacifique, donc j'espère que la France et nos dirigeants ont des ambitions pour nous, et donc il doit défendre sa voix. Et donc il n'est pas question, oui, moi je suis heureuse que nos dirigeants français préfèrent que ce territoire, eh bien, il reste au sein de la République française, parce que ça voudrait dire que les dirigeants français seraient complètement indifférents du sort de milliers de Français de Nouvelle-Calédonie. C'est ça la réalité, je ne crois pas. Quand on est un dirigeant national, on aime son pays. Et donc, comme on aime son pays, on aime tous les territoires de ce pays, et notamment la Nouvelle-Calédonie, qui est un territoire unique, avec une personnalité si singulière au sein de la République française. Donc, ce discours, vous voyez, on l'entend, mais c'est un petit peu comme une ritournelle, et on a l'impression que c'est de la communication pour faire peur à l'État. Moi, je ne vois pas du tout le rôle de l'État ainsi. En attendant que le 13 mai et puis peut-être le congrès de Versailles avant la fin du mois de mai, ça c'est un calendrier qui pourrait être possible. Oh ben, moi, me semble-t-il, si le 13 mai à l'Assemblée nationale, un choix est donné en faveur de cette révision constitutionnelle, il n'y a pas d'obstacle. Vous avez vu sur notamment l'IVG, c'est passé quasiment quelques jours à peine après que les assemblées parlementaires se soient positionnées. Il y a eu Versailles très rapidement derrière. Donc ça ne me semble absolument pas impossible, évidemment. Alors l'autre grand sujet d'actualité en Nouvelle-Calédonie, c'est la filière nickel, et nous avons le pacte nickel. On n'y comprend plus rien. Il va être signé, il ne va pas être signé. Pourquoi le président du gouvernement a demandé l'habilitation alors qu'il n'y était pas obligé, et puis que maintenant, de toute façon, il ne signe pas le pacte nickel? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que ce pacte nickel, on va s'en sortir un jour, et est-ce qu'il est indispensable ou non? Écoutez, C'est beaucoup de questions. Hein, mais... Ouais, non, mais en même temps, elles sont justifiées, complètement légitimes. C'est affligeant de voir l'écart entre l'urgence de la situation, des emplois qui sont en train de se détruire devant nos yeux, avec cette mère de notre économie, le nickel, qui a nourri nos grands-parents, les familles entières en Calédonie, et que finalement, il y a une inertie totale du monde politique qui, comme seule réponse à cette situation de crise dans laquelle les responsables politiques devraient être extrêmement réactifs et prendre des décisions d'urgence, eh bien, la seule solution que l'on propose, c'est la création d'une commission spéciale. Et nous savons au Congrès le nombre de commissions spéciales qui n'ont abouti à rien et qui ont été des moyens d'enterrer les sujets. Donc moi, je dénonce ça. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes opposés à la création de cette commission spéciale. Ce fait, pour moi, est choquant. Et l'autre fait choquant, c'est que vous avez un État qui propose un pacte dans lequel il consent à mettre sur la table des millions d'euros et des milliards de francs CFP pour dire nous investissons dans un outil de production électrique qui est indispensable pour les industriels. Si on n'a pas d'outils nouveaux de production électrique à un faible coût de production, il ne pourra pas y avoir d'industrie nickel rentable en Nouvelle-Calédonie. Donc on sait que c'est incontournable pour nous. On ne peut pas le faire, nous, ça coûte trop cher. Et l'État dit, je suis prêt à mettre des milliards sur la table pour que soit créé en Nouvelle-Calédonie un tel outil. Eh bien, on est le seul endroit au monde où là, les élus de la Nouvelle-Calédonie disent bah non, on va peut-être réfléchir, on va regarder, etc. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il aurait fallu rapidement se mettre autour de la table et dire entre nous, bon, ok, il y a le débat sur les 8 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires pour que nous participions, la Nouvelle-Calédonie, nous aussi. Et d'ailleurs, je note que
autour de la table des discussions, la présidente de la province sud, Sonia Backès, a toujours émis des réserves sur ce niveau de prélèvement qu'elle a toujours considéré comme trop élevé. Et nous partageons ce point de vue. Mais alors, nous aurions pu être solidaires entre nous, indépendantistes et non indépendantistes. Et moi, je souhaitais que ça soit transpartisan, ce sujet du nickel, et que nous disions à l'État, ce niveau de prélèvement aujourd'hui, dans le contexte de la Calédonie, on n'est pas capable de l'imposer, donc il faut revoir un petit peu la copie là-dessus. Et on travaille à trouver les équilibres pour que ce pacte soit signé. Mais ne surtout pas s'asseoir sur les milliards que l'État est prêt à mettre pour venir au chevet de cette industrie nickel et nous permettre de donner des perspectives aux éventuels repreneurs dont on a besoin et qui ne viendront pas. Il n'y aura pas de repreneurs s'il n'y a pas de système électrique qui s'améliore en Calédonie, puisqu'on sait que c'est un élément bloquant de notre activité. Mais on va vous dire que l'opposition au pacte nickel, elle est transpartisane, hein, pour le coup. Il y a les partis indépendantistes, il y a l'éveil océanien, il y a Calédonie Ensemble. Ça vous a surpris cette majorité pour s'opposer au pacte proposé par Bruno Le Maire? Je ne sais pas, moi, il faut classer Philippe Gomez sur la sphère politique locale. Je ne sais pas. Je sais pas. Moi, ça fait des années que maintenant je suis en politique. J'ai vu combien de fois et sur combien de sujets qu'il se positionnait du côté des indépendantistes en ne défendant pas ceux qui ont voté 3 fois pour le non à l'indépendance. C'est compliqué. Donc moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il met beaucoup de discorde sur ce pacte et effectivement est à charge complet contre l'État. C'est compliqué de rejeter la main de celui qui vient apporter des fonds pour essayer de nous sauver. Il n'y aura personne d'autre pour nous sauver, il faut être bien lucide. Si l'État n'investit pas en Calédonie sur la filière nickel, là maintenant, et notamment sur la partie électricité, on ne pourra pas s'en sortir. Et puis par ailleurs, en plus, certains, à l'intérieur des élus de la Nouvelle-Calédonie, compliquent la tâche eux-mêmes à l'activité industrielle. Les élus loyalistes et rassemblements sont donc opposés à la création de cette commission spéciale sur la filière nickel, mais vous en êtes membre. Est-ce que c'est un paradoxe ou est-ce qu'à l'intérieur de cette commission, vous pensez pouvoir peser, influencer les débats? Écoutez, plusieurs choses. D'abord, vous savez, il y a quelques semaines et mois de cela, on a quitté le Congrès, notamment sur la taxe nouvelle qui devait être créée sur les carburants, en disant, écoutez, on quitte parce que ça ne sert à rien. Vous ne nous écoutez pas. Donc on a l'impression que ça ne sert à rien. Et en boycottant, finalement, on a obtenu plus gain de cause que d'habitude, puisque ce texte, finalement, a été retiré. Donc vous voyez, des fois, on a l'impression que quand on est là, on ne nous écoute pas du tout, alors que pendant des années, les non-indépendantistes ont été en responsabilité, et ils ont beaucoup composé et écouté les indépendantistes qui alors étaient minoritaires. Aujourd'hui, les indépendantistes décident seuls. C'est quand même le constat qu'on fait. Maintenant, nous, notre devoir, c'est de défendre les Calédoniens, leur intérêt, ce territoire et son développement. Ça veut dire qu'on ne va pas non plus faire une politique de chaise vide qui vient empêcher, enfin en tout cas handicaper les Calédoniens. Donc c'est la raison pour laquelle, bien sûr, nous serons dans cette commission spéciale, nous défendrons nos arguments, nous nous battrons parce que nous menons un combat quotidien pour des idées, pour des convictions. Et c'est le rôle aussi des mouvements politiques. Le dossier nickel, c'est aussi le bras de fer auquel on assiste entre la SLN et Paul Néautine. L'ensemble des mines, des sites miniers de la province Nord a été fermé par le président de la province Nord. Là, depuis hier, ça semble bouger un petit peu. Ça vous a surpris que Paul Néautine en vienne à cette position de fermer tous les sites miniers de la SLN? C'est très compliqué, le relationnel entre le président de la province Nord et puis effectivement la SLN. Les intentions réelles, moi, je ne les connais pas, mais enfin, c'est très compliqué. Quand vous avez un opérateur comme la SLN qui correspond à des milliers d'emplois en Calédonie et qu'il est déjà très en difficulté avec la tête presque sous l'eau et que vous venez enfoncer la tête pour qu'il aille plus profond, et c'est le cas, Philippe Gomez est sur la même ligne politique, c'est quand même très compliqué. Donc aujourd'hui, vous savez, nous, on avait déposé une loi du pays, qui d'ailleurs est passée au Conseil d'État avec un avis favorable de ça, qui n'a jamais été examiné par le Congrès, et qui demandait à ce que quand il n'y a pas de réponse du président de la province Nord sur les autorisations d'exploitation, eh bien, s'il n'y a pas de réponse, eh bien, ça vaut pour un oui et non pas pour un non, puisqu'aujourd'hui, ça vaut pour refus. Et depuis des années, c'est régulier. La SLN, quand elle fait des demandes d'exploitation, en bonne et due forme, elle n'a pas de réponse. Et donc, c'est un refus de fait. Donc, si vous voulez, vous me demandez si ça ne m'étonne pas trop au regard du contexte et de l'histoire et de ce qu'on vit. Mais très sincèrement, moi, je suis très inquiète parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de la fermeture d'une seule de nos 3 usines. Beaucoup de sujets dans l'actualité, une actualité très dense. On va sortir du lagon un peu, même si les élections européennes, c'est très bientôt, c'est le 9 juin. On n'en parle pas beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Est-ce qu'un parti comme le vôtre, le Rassemblement Les Républicains, se sent concerné? Est-ce que vous allez faire campagne ou soutenir l'une des listes?
Alors oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup et pourtant, vous savez, même sur l'enjeu nickel, là, on sait qu'il y a des implications très fortes avec notamment des préférences au sein de l'Union européenne pour se fournir en matières premières et par exemple en nickel. Alors bien sûr, hein, nous, on est affiliés aux Républicains au niveau national, nous soutiendrons la candidature de François-Xavier Bellamy, qui est une de nos plus belles intelligences, Qui est venu sur le territoire l'an qui est venu dernier. sur le territoire, qui a fait un très grand travail déjà au Parlement européen, qui est extrêmement précis dans ses travaux et puis avec des belles convictions aussi, donc nous ferons campagne pour lui. C'est sûr que nous sommes un peu submergés par l'actualité calédonienne elle-même, qui est urgente, avec cette révision constitutionnelle, avec la situation économique, politique et sociale de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui qui nous préoccupe beaucoup. Mais bien sûr que nous ferons campagne pour ce candidat auquel nous croyons. La première échéance, en attendant, c'est demain, le congrès du Rassemblement. Donc, un moment important, vous nous rappelez les conditions pratiques. Oui, bien sûr, la condition pratique, c'est que seuls ceux qui ont été adhérents avant le 5 avril peuvent voter de 8h30 jusqu'à midi. Puis il y aura le dépouillement et le discours du président à 13h. Mais ceux qui veulent nous rejoindre hein, et qui ne sont pas encore adhérents peuvent le faire, assister à cette journée et venir adhérer sur place puisque c'est possible demain. Et donc je les invite à nous rejoindre s'ils le souhaitent. Ce sera une journée conviviale. Ils seront accueillis de 7h30, 8h jusqu'à la fin du congrès avec aussi beaucoup d'animations musicales et des spécialités calédoniennes en termes culturels aussi, hein, des personnalités qui chanteront, des danses. Enfin voilà, un moment festif et agréable auquel j'invite ceux qui le souhaitent à nous rejoindre. Virginie Rusnak, chef du groupe Rassemblement au Congrès, vice-présidente du Rassemblement. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.